Que faudrait-il pour que l'Arabie saoudite intervienne dans ce conflit? Eh bien, il n'y a pas de réponse définitive quant à savoir quand le royaume d'Arabie saoudite va entrer dans ce combat, ni quand, ni ce qui va déclencher la réaction de l'Arabie saoudite. Oui, il y en a une. Et entrer dans ce combat parce que, comme nous pouvons le voir, c'est un effet domino, c'est une succession d'événements, nous ne pouvons pas vraiment imaginer comment les choses vont réellement se dérouler. Si les Saoudiens décidèrent de s'engager pleinement dans ces guerres, l'Iran serait certainement le plus grand perdant. Parce que l'Arabie saoudite activerait son accord bilatéral de défense avec le Pakistan et mobiliserait le monde arabe et musulman. Nous parlons de plus de 50 pays musulmans avec un seul objectif, remettre l'Iran à sa place. Par conséquent, la dernière chose que nous voulons, c'est entrer dans cette guerre, et nous voulons une solution politique en toutes circonstances. Il ne fait aucun doute que le meilleur résultat serait que l'Iran renonce volontairement aux trois principales exigences, ou aux questions centrales, qui sont les milices, les ambitions nucléaires et aussi les missiles balistiques. Existe-t-il un moyen pour les Américains et les Iraniens de restaurer la réputation de l'Iran et de répondre à ces trois exigences spécifiques, sans déclarer une reddition complète? Ce serait, bien sûr, le meilleur scénario possible de tous. Vous avez mentionné qu'une relation bilatérale sera entamée avec le Pakistan. Le Pakistan est une nation nucléaire. Oui, absolument, c'est vrai, et maintenant nous avons conclu cet accord avec le Pakistan. Il s'agit d'un accord de défense mutuelle, et cela signifie qu'il existe désormais, littéralement, un parapluie nucléaire pakistanais au-dessus de l'Arabie saoudite. Nous accordons beaucoup de valeur au Pakistan, mais cela ne signifie pas que nous allons nous éloigner de nos partenaires stratégiques comme les États-Unis, l'Europe et d'autres alliés. Non, bien au contraire, l'Arabie saoudite ne fait que diversifier ses relations stratégiques. Le Pakistan a toujours été, sans aucun doute, un pays partenaire et un allié solide du royaume d'Arabie saoudite. Et ce qui se passe au Pakistan nous affecte, et ce qui se passe en Arabie saoudite affecte les Pakistanais? Je pense, comme déjà dit, que la dernière chose que l'Iran devrait vouloir, c'est que l'Arabie saoudite s'implique vraiment dans cette guerre. Oui, c'est un avertissement pour l'Iran. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec cela, et je crois que les personnes rationnelles en Iran, s'il y en a, sont pleinement conscientes et comprennent que l'Arabie saoudite ne devrait jamais entrer en guerre avec l'Iran, car ce serait littéralement catastrophique et complètement dévastateur pour toute la région iranienne. Donc, si vous dites cela, vous savez, l'intérêt de dialoguer avec l'Iran est maintenant pratiquement inexistant et il ne semble pas que l'Arabie saoudite veuille s'impliquer dans ce conflit. Vous devez simplement l'accepter. Oui. En fait, il y a un bon proverbe du fondateur de l'Arabie saoudite en 1920, donc nous parlons d'il y a 100 ans. Il a affirmé catégoriquement qu'un vivant ne se bat jamais contre un mort. Et qu'a-t-il vraiment voulu dire par là? C'était l'idée que ce concept d'entrer dans un combat contre quelqu'un qui n'a plus rien à perdre finit, dans une situation réelle, par être complètement contre-productif. Je pense que le royaume d'Arabie saoudite essaye d'être le plus retenu possible. Nous savons que pour commencer, ce n'est pas notre guerre, en réalité, ce sont les États-Unis qui ont commencé cette guerre. Oui, nous respectons les États-Unis et nous voulons le meilleur pour les États-Unis. Et nous croyons que la sécurité nationale des États-Unis est une extension de la sécurité mondiale et que la prospérité nationale des États-Unis est une extension de la sécurité mondiale, prospérité financière, etc. Peut-être que le président Trump mettra bientôt fin à la guerre. Nous pouvons voir qu'il y a en fait deux grands facteurs qui font hésiter le président Trump à maintenir une guerre longue. L'un d'eux est la Coupe du Monde qui aura lieu dans 2 mois. Et le second, ce sont les élections au Congrès, les élections de mi-mandat, etc. en novembre. Alors, peut-être que les États-Unis envisagent vraiment de suspendre la guerre pour l'instant. Peut-être qu'il y aura un deuxième round après tous ces grands événements d'ici la fin de l'année, mais nous ne savons pas et nous ne savons pas comment le peuple iranien va réagir à tous ces développements à l'intérieur du pays. Parce que, comme je l'ai dit, la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et avec toute cette escalade, je pense que la majorité des Iraniens va souffrir encore plus. Et nous ressentons une profonde inquiétude, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le peuple iranien qui a tant souffert.
retenus en otage par le régime iranien actuel. Je comprends la colère envers l'Iran. Mais y a-t-il aussi de la colère dirigée contre les États-Unis, contre le regard américain? En principe, personne ne peut vraiment défendre l'Iran, dans le sens où, oui, nous n'avons pas demandé cette guerre, oui, nous avons fait pression auprès des États-Unis pour qu'ils ne commencent pas cette guerre. Mais au bout du compte, l'Iran est le pays le plus déstabilisateur de la région et du monde. Et cela, nous parlons de l'Iran, qui recrute des milices ici au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite et dans le Golfe. Il a été en première ligne pour subir ces pratiques déstabilisatrices du régime iranien, que ce soit au Yémen à travers les Houthis ou au Hezbollah au Liban, et aussi lorsqu'il soutenait le régime de Bachar al-Assad et toutes les autres milices diverses en Irak. Alors, le régime iranien n'a pas hésité à dire au peuple que nous sommes là pour exporter notre révolution, et cela fait vraiment partie de leur plan, de la Constitution, donc l'idée des États-Unis d'entrer en guerre contre le régime iranien pour être honnête et sensé. Surtout parce que nous parlons d'un pays qui ne possède pas encore d'armes nucléaires. Alors, imaginez les pratiques et le comportement de l'Iran, et comment cela deviendra encore plus dangereux ou plus que jamais s'ils acquièrent la bombe nucléaire. C'est pourquoi je dirais que oui, les Saoudiens ont été réticents à soutenir le début de cette guerre. Mais en même temps, il est tout à fait compréhensible que le régime iranien n'ait pas permis au dialogue politique de devenir productif. Et les Iraniens ont toujours été fiers d'utiliser le temps à leur avantage. C'est pourquoi toutes les conversations et discussions politiques qui ont eu lieu entre les États-Unis et l'Iran, que ce soit en Oman, en Suisse, à Vienne, etc., n'ont pas abouti. Pourquoi n'ont-elles pas abouti? Parce que les Iraniens ont toujours cherché à repousser le problème et à utiliser le temps à leur avantage. Ils attendaient simplement la fin du mandat de Trump pour pouvoir reprendre leurs anciennes pratiques. Alors, c'est impressionnant de voir à quel point le monde change rapidement. Nous entamons la 3e semaine de cette guerre. À quel point ce pays a-t-il changé après 2 semaines et demie? oui, je crois que le royaume d'Arabie Saoudite a déjà affronté des situations plus catastrophiques par le passé, comme l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, comme de nombreux autres conflits dans la région, tant de types différents de guerres qui ont eu lieu autour de notre région. Et le royaume d'Arabie Saoudite, avec ses alliés occidentaux, a réprimé le communisme au début ensemble, et ils ont aussi combattu le terrorisme ensemble et travaillé à stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie ensemble. Alors, les Saoudiens, ainsi que tous les autres pays du CCG, en ce qui concerne la fourniture de logistique, de ports et d'aéroports. Nous savons que l'Arabie Saoudite est actuellement le seul pays du CCG qui maintient encore ses propres aéroports et ports en fonctionnement. Nous voyons les navires quitter le détroit d'Ormuz, d'autres se diriger vers la mer Rouge, où sont les Houthis. Oui, les Houthis. Je crois sincèrement qu'ils ont commencé à réaliser que l'Iran ne restera pas exactement le même Iran. Donc en fait, ils ont commencé à se rendre compte qu'il n'y avait absolument plus aucun avantage politique pour eux, dans le but de suivre et de copier les activités et pratiques iraniennes dans la région, qui peut le savoir? Je ne sais pas, c'est peut-être juste un de mes souhaits, mais je crois qu'il est tout à fait possible que les Houthis émergent comme un groupe yéménite, et pas seulement comme une milice soutenue par l'Iran. Les Houthis ne maîtrisent pas tout. Mais s'ils commençaient à cibler des navires en mer Rouge, ce problème deviendrait beaucoup plus compliqué. Absolument, absolument, c'est sûr. Et nous pouvons voir que le principal objectif du régime iranien est d'utiliser tous ses alliés pour nuire à la colonne vertébrale de l'économie mondiale, qui sont le flux d'énergie, le flux commercial, etc. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils veulent que les Occidentaux, les Américains, les citoyens, non seulement partent, mais aussi ressentent le poids du coût de cette guerre. Ainsi, ils peuvent pousser le peuple américain et les Européens à faire pression sur leur gouvernement pour arrêter cette guerre. En réalité, c'est contre-productif, car je doute que cela fonctionne ainsi.
Parce que nous pouvons voir en ce moment que le régime iranien est en train de prouver à lui-même, à la région et au monde entier. C'est un pays imprévisible, totalement indigne de confiance. Ok, Salman, obrigado.